Un tambour. Qu'est-ce que c'est, au fond? Juste un bout de bois et une peau tendue? En réalité, c'est bien plus que ça. C'est une voix, une mémoire, le symbole de toute l'histoire d'un peuple. Aujourd'hui, on va suivre le voyage incroyable d'un tambour légendaire, depuis son silence forcé en Afrique jusqu'à l'écho de sa renaissance, bien loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour bien comprendre de quoi on parle, il faut écouter attentivement ces mots de Françoise Remarque, la ministre ivoirienne de la Culture. C'est vraiment la clé de toute cette histoire. On ne parle pas d'un objet, on parle d'une voix, d'une mémoire. Mieux encore, d'une entité vivante, d'un gardien. Alors, notre histoire, elle commence en Afrique de l'Ouest, là où se trouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il faut imaginer un tambour si puissant, si central pour son peuple, qu'on a décidé qu'il fallait le faire taire, délibérément. Mais attention, un tambour parleur, c'est pas juste pour la musique. C'était un véritable outil de communication. Un peu comme un ancien téléphone, capable de reproduire les tons et les rythmes de la langue pour envoyer des messages très complexes. C'est une vraie science, d'ailleurs, que l'ethnologue Georges Niangorambois a même théorisé sous le nom de dromologie. Et celui dont on parle aujourd'hui, il avait un nom, Djidji Ayokwe. En langage chant, ça veut dire panthère-lion. Rien que le nom, ça en dit long sur sa puissance, sur son caractère sacré. C'était littéralement le cœur battant de toute une communauté. Et ce n'était pas qu'une image. Regardez-moi ce chiffre. 430 kilos, pour plus de 3 mètres de long. Sa présence physique était aussi monumentale que sa portée symbolique. Un vrai colosse, taillé dans un seul et unique tronc d'arbre. Et on arrive là au point crucial. Le Djidji Ayokwe était une arme de résistance. Sa voix, qui portait à plus de 50 km, était un cauchemar pour l'administration coloniale. Il alertait les villages quand les troupes approchaient, il prévenait les gens pour qu'ils échappent au travail forcé. Bref, il permettait de s'organiser. C'était un outil stratégique vital. Forcément, pour briser cette résistance, il fallait le faire taire. C'est ce qui est arrivé en 1916. L'administrateur colonial, Marc Simon, le confisque. En 1929, il part pour Paris. Il devient une sorte de trophée de guerre exposé dans un musée. Et il y restera, silencieux, pendant plus d'un siècle, jusqu'à son retour historique, il y a très peu de temps. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Le corps du tambour a été capturé, c'est un fait. Mais son esprit, son âme, est-ce que ça a pu voyager? Est-ce qu'on peut vraiment emprisonner toute une culture? Pour trouver la réponse, il faut traverser l'Atlantique. Parce que si ce tambour a été réduit au silence en Côte d'Ivoire, des millions d'autres rythmes, eux, ont été emportés dans la mémoire des hommes et des femmes déportés pendant la traite. Imaginez, arrachés à leur terre, à leur famille, parlant des langues différentes, ils ont trouvé dans le tambour un langage commun, un moyen de se souvenir, de communiquer et surtout de résister à la déshumanisation. Le tambour est devenu le pilier sur lequel de nouvelles identités créoles se sont construites. Et tout comme en Afrique, ce tambour était vu comme une menace. Les maîtres de plantation l'interdisaient. Ils avaient une peur bleue qu'il serve à organiser des révoltes. Mais bien sûr, cette interdiction n'a fait que renforcer son importance. Il est devenu un outil de survie culturelle, de cohésion, dans la clandestinité. Cette même racine africaine a donné naissance à des traditions d'une richesse incroyable. On va s'intéresser à 3 de ces branches les plus fascinantes. Le Gwaka en Guadeloupe, le Belay en Martinique et le Kazeko en Guyane. On commence par la Guadeloupe, avec le Gwoka. Le mot Gwoka, c'est un peu un mot valise. Il désigne tout, l'instrument, la musique, le chant et la danse. L'instrument lui-même, qu'on appelle le ka, est un symbole de résilience. Il était souvent fabriqué avec les moyens du bord, comme des tonneaux de salaison récupérés, sur lesquels on tendait une peau de cabri. De l'art de créer avec rien. Ce qui est fascinant, c'est que le Gwaka est un véritable langage qui s'articule autour de 7 rythmes de base. Et chacun raconte quelque chose de précis. Le Lewos, par exemple, c'est le rythme du combat, de la lutte. Le Kaladja, c'est pour la peine, la mélancolie. Le Tumblak, c'est pour l'amour. Ce n'est pas que de la musique, c'est toute la grammaire de la vie qui est là. Allez, on part en Martinique maintenant pour découvrir le Bélé. C'est une tradition très liée aux Marrons, ces esclaves qui s'étaient enfuis pour conquérir leur liberté dans les montagnes. Ici, tout est question de solidarité, de partage. C'est un dialogue intense entre un unique musicien au tambour et les danseurs qui lui répondent. Ce tableau résume assez bien ces différences. En Guadeloupe, pour le Gwoka, c'est souvent un danseur solo qui fait face à plusieurs tambours. En Martinique, pour le Bélé, c'est l'inverse. Plusieurs danseurs pour un seul tambour. Et en Guyane, avec le Kaseko, là c'est la grande fête collective, une célébration communautaire. Une même racine, mais des fleurs vraiment uniques. Pourtant, il faut savoir que pendant très très longtemps, ces pratiques ont été méprisées. On les considérait comme du folklore, des traditions du passé, un peu arriérées. Mais les choses étaient sur le point de changer, radicalement.
Et la preuve que ces traditions sont tout sauf mortes, la voilà. Ce geste magnifique, un musicien qui accorde son tambour à la chaleur du feu. C'est un rituel ancestral, un lien direct avec les éléments. C'est la preuve que ces pratiques ne sont pas figées dans un musée, elles sont vivantes, elles continuent de vibrer aujourd'hui. Le grand tournant, c'est dans les années 70. Avec les mouvements de prise de conscience politique et identitaire, le tambour, qui était autrefois méprisé, presque caché, est soudain hissé au rang de symbole. Il devient l'étendard d'une fierté culturelle retrouvée et affirmée haut et fort. Et cette réappropriation va connaître son apogée en 2014. Cette année-là, l'UNESCO inscrit officiellement le Go-Oka au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est la consécration ultime, une reconnaissance mondiale de son importance. Et maintenant, après ce long voyage dans la Caraïbe, il est temps de revenir à notre point de départ, en Côte d'Ivoire. Parce que pendant que tous ces échos résonnaient et se réinventaient, la voix originelle, elle, attendait patiemment son heure. La boucle est enfin bouclée. Le DJ Ayokoué est rentré chez lui. Son retour, ce n'est pas seulement celui d'un objet, c'est le retour d'une voix, d'une mémoire, qui vient enfin rejoindre les échos qu'elle avait semés par-delà l'océan plus d'un siècle auparavant. Et je trouve que ces mots de la ministre Remarque résument tout parfaitement. L'enjeu, ce n'est pas la revanche, ce n'est pas de réécrire l'histoire. C'est de remplacer un silence qui a été imposé par le dialogue, par la reconnaissance et surtout par la transmission pour le futur. Ce qui nous laisse avec une toute dernière réflexion. Le retour physique du DJ Ayokoué est un événement historique, c'est une évidence. Mais la survie et l'incroyable vitalité du Go-Waka, du Bélé, de tous ces échos, ne prouvent-elles pas que l'essentiel, c'est-à-dire l'esprit du tambour, n'a jamais vraiment été capturé ? Que sa mémoire, elle, n'a jamais vraiment été en exil